Vous écoutez Questions et réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Ex-international de judo, membre de l'équipe de France en 2009 et 2010, triple champion de France et multiple médaillé européen par équipe, Antoine Janin a réussi, parallèlement à un palmarès sportif hors norme, de brillantes études d'ingénieur et obtenu un master administration entreprise en 2009. Peu de temps après avoir mis un terme à sa carrière sportive, Antoine Janin a créé à Olioul, avec son frère Renaud, sur une idée magique de leur père Hubert, la société Boarding Ring, qui met au point des solutions contre le mal des transports. Leur produit vedette, les Boarding Glasses, des lunettes de forme originale qui en 10 minutes viendront à bout de votre mal des transports, que vous soyez à bord d'un bateau, d'une voiture, d'un avion ou d'un train. Dans cet entretien, Antoine Janin, PDG de Boarding Ring, raconte l'aventure familiale autour d'une invention qu'il a fallu tester, améliorer, breveter, puis produire industriellement avant sa mise sur le marché. Un parcours complexe, mais avec la volonté d'un sportif de haut niveau, rien n'est impossible. Je suis Antoine Janin, le cofondateur de Boarding Ring, une société spécialisée dans les solutions contre le mal des transports. J'avais pas forcément en tête d'être entrepreneur dès le départ. Je m'orientais plus vers une carrière d'ingénieur. Donc j'ai fait une formation d'ingénieur parce que la physique, la chimie, comprendre comment les choses fonctionnent au niveau moléculaire et même atomique, c'est toujours des choses qui m'ont passionné. Et donc je me suis orienté assez naturellement vers ces études. Mais en parallèle de ces études, j'avais une passion pour le judo qui a vraiment grandi d'année en année, avec notamment des résultats qui ont été d'année en année meilleurs aussi. Donc on devient vite accro à la victoire. Et finalement, une fois le bac en poche, s'est posé la question pour moi de continuer à progresser en judo. Et pour ça, il fallait se diriger vers un entraînement avec les meilleurs, donc à Paris. Et donc, après le bac, mes parents et moi, on a décidé que je partirais à Paris pour m'entraîner, mais avec la condition de continuer des études supérieures, contrairement à beaucoup de judokas qui étaient de ma génération, qui se sont consacrés intégralement au judo et ont un peu oublié les études. Donc moi, c'était la condition de la part de mes parents pour que je puisse partir à Paris. Donc j'ai mené de front les études d'ingénieur et l'entraînement de haut niveau. Donc ça a demandé beaucoup d'organisation, parfois pas mal de sacrifices aussi, mais c'était un équilibre qui me convenait très bien. Si j'avais fait uniquement du judo, je pense que ça m'aurait desservi et j'aurais pas pu concevoir arrêter le judo pour des études. Donc vraiment cette balance entre les deux, c'était quelque chose de très stimulant pour moi. Et une fois que j'ai fini mes études, je me suis rendu compte que c'était le moment où je commençais à avoir les meilleurs résultats. Et je commençais à vraiment avoir l'ambition d'aller le plus haut possible. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté et atteindre ce niveau. Donc j'ai mis ma carrière professionnelle entre parenthèses. Elle n'avait pas vraiment commencé, j'avais juste fait un stage de fin d'études, mais je me suis consacré intégralement au judo en passant à temps plein en tant qu'athlète, c'est-à-dire 2 entraînements par jour, c'est-à-dire les compétitions autant que on peut. Et ça, pendant une dizaine d'années, ce qui m'a amené au plus haut niveau national et à avoir des résultats internationaux pendant une dizaine d'années, avec par moments des blessures, par moments des contre-performances. Mais dans l'absolu, ça m'a permis de toucher du doigt ce qu'était le plus haut niveau, d'être parmi les 20 meilleurs mondiaux et de faire des compétitions et des stages dans le monde entier. Et ça, c'était vraiment très enrichissant. Enfin, c'est une expérience que peu de monde vivent et que je suis très, très heureux et très reconnaissant d'avoir pu vivre. Donc je regrette à aucun moment d'avoir fait ça. Une fois que j'arrivais vers mes 30 ans, que la carrière de sportif commence à se rapprocher de la fin, je me suis un peu posé la question. J'ai eu des blessures qui m'ont permis aussi de me poser, de me dire qu'est-ce que je ferais après. Je n'avais pas du tout dans l'idée de continuer dans le judo, d'être prof de judo. Ce n'était pas vraiment le truc qui me faisait vibrer, en tout cas pour l'instant.
Mais je ne me voyais plus non plus rentrer dans une grande entreprise comme les ingénieurs le font habituellement, parce que j'avais beaucoup pris goût à l'indépendance et à l'autonomie que procure la vie d'athlète de haut niveau, surtout un sport individuel où on est vraiment maître de son destin, de son emploi du temps, de ses résultats. Si on a des bons résultats, c'est grâce à nous. Et si on a des mauvais résultats, c'est à cause de nous. Donc on se repose uniquement sur nous, même si plus on monte dans les échelons, plus on a un staff à disposition avec des kinés, des entraîneurs qui sont de très haut niveau, qui sont aussi importants dans l'accès au meilleur niveau. Mais voilà, le fait de pouvoir, de se dire, voilà, si je veux progresser, c'est à moi de m'entraîner plus que les autres et de mettre en place toute ma vie pour pouvoir atteindre les objectifs que je me suis fixés. Je me voyais mal rentrer entre guillemets, dans une case, sans que ce soit trop péjoratif, d'une grande entreprise. Et c'est à ce moment-là où l'idée de créer une entreprise a commencé à mûrir. Ça tombait bien, puisqu'en fait, mon père, qui lui, pour le coup, est un multi-entrepreneur depuis très longtemps, avait cette idée d'entreprise, de solution contre le mal des transports, qui arrivait vraiment à maturité. Il a commencé à travailler là-dessus au début des années 2000. Mais en 2015, on arrivait quand même à une solution qui était aboutie, qui était mûre. J'ai pas vraiment hésité une seconde avant de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec lui et avec Renaud, mon frère, qui nous a rejoints dès le départ. En fait, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similarités, de parallèles entre la vie d'entrepreneur et la vie de sportif de haut niveau. Et je me sers de cette expérience au quotidien pour essayer de progresser, pour essayer d'éviter certaines erreurs et pour garder l'humilité nécessaire et la remise en question nécessaire à vraiment corriger le tir quand on ne va pas forcément dans la bonne direction. C'est ça qui est assez marrant. Ça aurait fait un beau storytelling, mais malheureusement, c'est pas malheureusement, au contraire, heureusement, aucun de nous dans l'équipe n'est malade en transport. Mais autour de nous, comme tout le monde, il y a des gens qui sont malades. Et quand on touche du doigt ce problème, on s'aperçoit que c'est très handicapant, que c'est vraiment pas agréable. Ça peut être vraiment un handicap dans la vie de souffrir dès qu'on prend les transports, surtout pour les enfants qui sont plus sensibles et qui, pour le coup, peuvent moins accéder à des solutions médicamenteuses. Donc les parents sont parfois complètement perdus, dans un désarroi absolu parce qu'ils voient leur enfant souffrir et ils n'ont pas vraiment de solution. C'est ça qui a amené mon père à s'intéresser à cette situation. Alors, pour bien comprendre le parcours, mon père, à la base, il a une formation de philosophe. Il voulait être prof de philo et les événements de la vie ont fait qu'il s'est plus orienté vers de l'entrepreneuriat, mais il a toujours gardé cette ouverture d'esprit et cette volonté de s'intéresser au fond des choses quand il s'intéresse à un sujet. Alors c'était de la philosophie appliquée aux sciences cognitives, c'était quand même quelque chose d'assez scientifique. Et donc il a, au cours de ses différentes aventures entrepreneuriales, il a beaucoup évolué dans le domaine de l'optique. Et donc il s'est intéressé à la vision et à la façon dont les perceptions sensorielles coexistent et surtout collaborent. C'est vraiment ça qui l'a intéressé, c'était la stratégie sensorielle et comment le cerveau se sert de tous ses sens pour mettre tout ça en musique. La gestion de l'équilibre est donc un des problèmes qui est le mal des transports, est un bel exemple de collaboration entre différents sens, puisque le sens de l'équilibre, c'est principalement la vision périphérique, le sens de l'équilibre, le système vestibulaire et la proprioception. Quand il s'est intéressé à ça, il s'est aperçu que le mal des transports en fait, était très mal géré jusqu'à maintenant, puisqu'on se contentait de ne traiter que les symptômes et pas le cœur du problème, la cause réelle, qui est une différence de perception entre la vision périphérique et les perceptions de l'oreille interne, donc le système vestibulaire. Donc en gros, quand on est dans un véhicule, on est confiné, donc l'œil n'a pas accès à énormément d'informations de mouvement, mais l'oreille interne, qui se base sur l'inertie, elle capte toutes les accélérations du véhicule. Et c'est ça qui crée le conflit sensoriel à l'origine du mal des transports.
il y a des gens qui le gèrent mieux que d'autres. Et ceux qui le gèrent mal se retrouvent atteints de ce qu'on appelle le mal des transports, avec tous les symptômes qu'on connaît très bien. Mon père a cherché une stratégie pour éviter ce conflit sensoriel. Et il s'est dit, en fait, si c'est l'œil qui cause le problème, puisque c'est l'œil qui est confiné, il faut lui redonner des billes pour qu'il puisse se repérer correctement dans l'espace. Et donc, il a cherché à apporter à l'œil une information inertielle. Et en fait, tout simplement, il a copié ce qui se passe dans l'oreille interne. Dans l'oreille interne, on a des canaux semi-circulaires dans les 3 directions de l'espace qui sont remplis de liquide. Et ce liquide, sous la contrainte des différentes accélérations de la tête, va bouger et il y a plein de senseurs qui captent le mouvement de ce liquide. Donc, ça permet au cerveau, à l'oreille interne, de percevoir à la fois les accélérations et à la fois les rotations que la tête subit, et donc de se repérer dans l'espace. L'idée, c'était de donner à l'œil ces mêmes informations. Donc, on a mis du liquide dans des anneaux. Donc, on a mis un liquide bleu pour que ce soit bien contrastant et que l'œil le voit bien, le perçoive bien. Ce liquide réagit de la même manière que le liquide qu'il y a dans l'oreille interne. Donc, les informations visuelles et les informations vestibulaires sont cohérentes, sont synchronisées. Et donc, ça évite le conflit sensoriel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a mis ces canaux, ces anneaux avec de liquide coloré en périphérie du champ visuel, parce que c'est vraiment la vision périphérique qui fait le travail. C'est pas du tout la vision centrale qui, elle, est consciente et voit les couleurs, voit de manière très fine, permet de reconnaître des visages, etc. Là, c'est une vision périphérique qui est beaucoup plus basique, qui ne voit que du mouvement et qui ne voit qu'en noir et blanc. Donc c'est la vision des bâtonnets par opposition à la vision des cônes qui est centrale. Et ce sont ces bâtonnets qui permettent de se repérer dans l'espace et de percevoir tous les mouvements qu'on a dans le champ visuel. Et ce sont ces bâtonnets qui collaborent avec le système vestibulaire et qui sont en désaccord quand on est dans un véhicule en mouvement. Ça a pris une bonne vingtaine d'années, à partir du moment où il a commencé à travailler sur le sujet. Au début des années 2000, il a déposé un premier brevet, il a commencé à développer une première paire de lunettes. C'était très archaïque, c'était très basique, c'était vraiment du prototype à l'état pur, mais ça a permis de faire certains tests, notamment avec la Marine nationale, avec le service de santé des armées à Brest à l'époque, qui a donné de très bons résultats, mais comme les prototypes étaient de mauvaise qualité, les résultats se sont dégradés au fil du temps parce que les prototypes s'abîmaient et tout simplement le liquide disparaissait des anneaux, donc ça ne marchait plus. Donc on a fait énormément de nouvelles séries, de nouveaux tests pour réfléchir à quel est le meilleur liquide à mettre dans ces anneaux, comment l'enfermer de la manière la plus répétable et la plus maîtrisée possible et la plus durable. Et c'est vrai que ça a demandé pas mal de R&D. Alors en 2015, on est arrivé avec un premier produit commercialisable qu'on a lancé dès la création de la société. Mais c'est vrai que le développement produit lui-même a dû prendre une dizaine d'années. Après, il faut garder en tête que ce sont des activités qui étaient en parallèle d'autres activités principales. Mais voilà, à partir de 2015, on a pu commencer à lancer sérieusement le produit, qui a d'ailleurs depuis pas mal évolué encore pour améliorer la qualité et la durabilité. Comme c'est sur un laps de temps assez long, au début des années 2000, c'était pas du tout la même chose qu'en 2015 pour les créateurs de sociétés. Il y a beaucoup de choses qui ont vu le jour. BPI France a fait énormément de choses. Enfin, l'entrepreneuriat de manière générale a connu vraiment une explosion et beaucoup de mécanismes ont été mis en place pour aider les entrepreneurs. Aujourd'hui, entreprendre, je ne dis pas que c'est facile, mais il y a beaucoup d'outils qui sont à disposition et on peut lancer sa boîte avec très peu d'argent parce qu'il y a plein de possibilités de prototyper pour peu cher. Il y a de l'impression 3D, il y a plein d'outils
aujourd'hui qui sont à disposition pour développer et lancer assez rapidement un produit. En 2000, c'était un peu différent. Et en plus de ça, en 2000, on n'était pas encore dans le mouvement de réindustrialisation en France. Et donc, produire des lunettes en plastique avec un liquide à l'intérieur, quand mon père a commencé à taper à des portes, tout le monde disait non, on ne sait pas faire, on ne sait pas faire. Et donc, on s'est retrouvé à devoir aller faire ça en Chine parce qu'il n'y avait que les Chinois qui avaient le savoir-faire. Et du coup, ça a pris un peu plus de temps parce que forcément, parler avec des Chinois, déjà, c'est pas facile. Il faut aller les voir parce que sinon, soit ils comprennent pas bien, soit ils nous font passer après ceux qui viennent les voir. En fait, c'est assez normal. Il y a quand même une relation. Ils sont très honorés qu'on vienne les voir, mais quand on va pas les voir, c'est plus difficile de se faire entendre. Donc voilà, il y a eu un départ, un début un peu compliqué. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile, même si techniquement, ces lunettes sont quand même toujours difficiles à fabriquer parce qu'on a besoin d'avoir un niveau très, très précis de liquide dans les anneaux et il faut que ce soit le même dans tous les anneaux. Et en plus de ça, il faut que ça dure longtemps. Et ça, c'est un peu un challenge technique. Ça paraît basique comme ça, mais c'est un peu un challenge technique. Là, en ce moment, on est en train de travailler sur le modèle enfant de nos lunettes et on voudrait le fabriquer en France. Et du coup, le challenge, c'est d'arriver à trouver des partenaires industriels en France pour pouvoir faire ça. On a identifié deux principaux partenaires. C'est pas encore tranché, mais on a bon espoir de pouvoir fabriquer ce modèle en France. C'est une des conditions de toute façon. Et a priori, on devrait se diriger vers un partenaire français sans trop de difficultés et avec une viabilité économique parce que c'est la condition évidemment pour avoir un produit qui dure. Il y a quelque chose que je voulais rajouter par rapport à la difficulté d'innover avec ce produit, c'est qu'en fait on s'attaque à un problème qui existe depuis très longtemps, pour lequel on a proposé un tas de solutions diverses et variées et parfois les plus farfelues. Ça va du sparadrap sur le nombril au persil autour du cou, à des solutions plus efficaces mais souvent médicamenteuses, donc avec des effets secondaires. Donc quand on propose une nouvelle solution comme ça avec une paire de lunettes qui a un look un peu spécial, la difficulté c'est d'apprendre au marché et de faire comprendre aux gens pourquoi cette solution va marcher mieux que les autres et pourquoi c'est la solution qu'il faut choisir pour le mal des transports. Au-delà du fait que c'est la meilleure solution en termes d'efficacité, à partir du moment où la personne a bien compris le mécanisme du mal des transports et comment fonctionnent les lunettes, c'est gagné. Mais ça demande un effort de pédagogie qui est difficile pour des petites structures. Et je pense que c'est un des gros challenges de notre activité, c'est d'arriver à créer en fait une nouvelle offre. On ne vient pas en concurrence de quelque chose qui existait déjà, on crée vraiment un nouveau produit avec un nouvel usage. Et ça va en plus de l'innovation technique des lunettes, quoi. Au départ, la vision, c'était d'attaquer le marché maritime, parce que c'est en bateau qu'on est le plus souvent malade. C'est là que c'est le plus handicapant, parce qu'on ne peut pas s'arrêter sur le bord de la route pour que ça aille mieux. Et en étant basé à Toulon, c'était assez naturel finalement de se diriger vers la mer. On a la Marine nationale aussi qui est un client potentiel. Donc assez naturellement, on a ciblé le domaine maritime. Et les propriétaires de bateaux, qui en plus, a priori, sont des gens qui ont des moyens un peu plus élevés que la moyenne. Donc, c'était un bon moyen de voir si le produit rencontrait son marché. Donc, ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a fait des salons spécialisés. Le salon nautique de Paris, le salon de Cannes. Enfin, voilà, il y a 3-4 salons en France et à l'international pour faire connaître ces lunettes. Assez rapidement, ça a suscité un vif intérêt. Et quand on a commencé à avoir pas mal de retours clients, on a pu communiquer sur le fait que les clients étaient très satisfaits et que ça marchait très bien. Et ensuite, l'idée, c'était assez rapidement d'aller parler à des distributeurs pour être présent dans toutes les marinas, etc. Parce que ce produit-là, comme c'est un produit auquel on ne pense pas a priori si on ne le connaît pas,
Souvent, les gens, quand ils partent en croisière ou en voyage, ils s'y prennent un peu la veille, ils cherchent un petit conseil pour éviter le mal des transports la veille du départ. Et donc, si on doit les expédier, ça prend quand même 2 jours et donc on part sans ses lunettes. Donc, si on est à l'endroit du départ au moment, et qu'on propose le bon produit, c'est plus intéressant. Donc ça a bien marché. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on a pu avoir pas mal de retombées médias sans qu'on ait fait d'action particulière à ce niveau-là. On n'a pas fait de campagne de relations publiques, on n'a jamais pris d'attaché de presse, mais le produit est original, il attire l'œil et en plus il est assez télévisuel. Donc on a pu avoir pas mal d'apparitions médiatiques qui ont toutes apporté des retombées très intéressantes. Et c'est vrai que c'est cette stratégie qu'on a utilisée au départ. Après, assez rapidement, on a quand même mis l'accent sur la présence en ligne parce que de plus en plus, quand les gens ont un problème, ils le tapent sur Internet et donc il faut qu'on soit présent. Et aujourd'hui, c'est plus de 70% de notre activité passe par l'achat Internet. Ce produit est assez facile à copier finalement. Il n'y a pas une technologie très compliquée à analyser. Comme je le disais, techniquement, c'est pas très facile à faire, mais bon, on y arrive en y mettant un petit peu de moyens. On est sur une technologie qui est assez basique. Effectivement, quand on voit le produit, souvent, la première réflexion qu'on a, c'est ah ben c'est tout simple, en fait, il suffisait d'y penser. Donc oui, il suffisait d'y penser, mais bon, ça a pris un peu de temps à le développer, enfin à l'imaginer. La copie, ça a été effectivement quelque chose à laquelle on a pensé assez rapidement parce que forcément, le marché du mal des transports est énorme et donc ça peut attirer des convoitises. Donc on a déposé des brevets assez rapidement, mais on s'est vite rendu compte qu'en fait un brevet, ça n'a de valeur que la quantité d'argent qu'on peut mettre pour le défendre. J'entends par là que les copieurs vont pas vérifier s'il y a un brevet pour lancer leur produit. Ils y vont et puis si on leur dit d'arrêter, peut-être qu'ils arrêtent. Et s'ils continuent, il faut qu'on aille les voir avec des avocats. Donc tout ça, ça prend énormément de temps et ça coûte beaucoup d'argent. Donc de la copie, en fait, on en a pas trop eu jusqu'en 2018 où on a signé un partenariat avec Citroën pour lesquels on a designé un modèle spécifique. Et il y a eu une campagne pour le coup de pub assez phénoménale avec des vidéos qui ont eu des millions de vues, qui ont fait le tour du monde. Et là, pour le coup, ça a attiré beaucoup de convoitises, en tout cas d'intérêt de la part des contrefaiseurs chinois pour la plupart. Et on s'est retrouvé avec des copies de ce modèle Citroën pour un dixième du prix. Alors la qualité est déplorable, c'est assez catastrophique, mais ça continue d'exister. Et souvent avec la complaisance un peu coupable des grandes plateformes de marché, Amazon pour ne pas le citer, et d'autres, malheureusement, qui se préoccupent assez peu de savoir s'il y a de la propriété intellectuelle. Ils font de la communication là-dessus de temps en temps, mais en fait, ils n'y mettent pas vraiment les moyens pour lutter contre ça. Donc nous, on a déposé des brevets, on a enregistré des dessins et modèles, on arrive à interdire, à déréférencer régulièrement des produits, mais ça prendrait un temps complet à s'en occuper vraiment sérieusement. Aujourd'hui, notre stratégie pour éviter ça, c'est d'essayer d'aller plus vite qu'eux, de développer à la fois une stratégie de marque pour vraiment que les clients, quand ils cherchent des lunettes contre le mal des transports, ils se disent ok, c'est boarding glasses que je dois chercher et pas une paire de lunettes sans marque qui n'apporte aucune garantie de quoi que ce soit, ni d'efficacité, ni d'innocuité, et ni de service client. Et deuxièmement, d'essayer d'innover. Là, c'est ce qu'on fait avec le modèle enfant qu'on est en train de lancer en financement participatif pour en fait prendre le marché. Et des copies, il y en aura toujours, mais si on arrive à leur laisser l'étiquette de copie, le client saura en tout cas où il met les pieds.
On a un peu tâtonné au départ, sachant que le coût de revient d'une paire de lunettes aussi a varié. Au début, on était sur quelque chose qui était beaucoup moins cher que ce que ça nous coûte aujourd'hui. Mais voilà, avec la nécessité de contrôle qualité, de durabilité qu'on s'est imposé, on a eu forcément un coût de revient un peu plus élevé. Donc le prix final est forcément fonction du coût de revient. On applique des taux de marge assez classiques. Effectivement, on a eu un prix qui a progressé, qui a cru, mais malgré ça, on n'a pas remarqué énormément d'élasticité vis-à-vis de ce prix. Ça reste un investissement pour certaines personnes, 70 euros. Maintenant, la valeur ajoutée de ce produit est quand même énorme pour les gens qui sont touchés par ce problème. Et donc, voilà, on pense qu'à 69 euros, on est sur une fourchette peut-être un petit peu haute, mais on reste dans la fourchette de produits grand public. Et on espère pouvoir atteindre des volumes qui nous permettront de rebaisser à nouveau ce prix. Mais c'est vrai que la question de la tarification est toujours un peu délicate sur un produit innovant. On ne peut pas dire que ce sont des lunettes parce qu'il n'y a pas de fonction visuelle. Donc on ne peut pas copier la tarification des lunettes, surtout que les lunettes sont remboursées et que nous, on n'est pas remboursés. On ne peut pas copier les autres solutions qui sont basées sur aucun principe scientifique parce que on n'a pas la même promesse. Nous, on garantit l'efficacité de nos lunettes. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a un peu construit le pricing en ménageant des marges suffisantes pour qu'on puisse accéder à des réseaux de distribution qui, pour le coup, demandent des niveaux de marge précis qu'on est obligé de respecter. Il y a des possibilités de faire évoluer le design. On aura toujours une paire de lunettes avec un liquide visible puisque c'est le principe actif de ces lunettes. Donc on aura toujours des lunettes qui ont un look un peu spécial. Ça ne sera jamais très discret. Néanmoins, nous, on a un cahier des charges assez précis sur l'emplacement des niveaux de liquide, leur taille et l'impact en fait, visuel que ça doit avoir sur le porteur. Maintenant, si on respecte ce cahier des charges, le reste, c'est tout à fait ouvert à modification. On le voit quand on regarde la production de lunettes, il y a une diversité incroyable dans les formes de lunettes, donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à proposer différents modèles, notamment un modèle peut-être plus adapté au sport, un modèle plus pour les citadins. Il y a plein d'idées. Pour l'instant, c'est vrai que on se concentre surtout sur le modèle enfant parce que c'était une très grosse demande de nos clients et que, encore une fois, les parents n'ont pas beaucoup d'autres solutions que le sac pour faire vomir leur enfant quand il est malade, quoi. Donc, c'était la priorité et c'est ce vers quoi on va pour l'instant. Alors bon, pour l'instant, on a encore des progrès à faire pour atteindre une saturation du marché. Mais ça peut être un produit profitable en soi, ça l'est déjà plus ou moins, mais on a cependant d'autres idées d'application. Alors déjà de ces lunettes pour des applications médicales plus précises, notamment la lutte contre les vertiges. C'est des choses qu'on est en train d'identifier et d'expérimenter avec nos partenaires académiques. Il y a une étude qui est en cours actuellement sur la plus-value que peuvent apporter les lunettes pour les gens qui souffrent de névrite vestibulaire. Donc c'est le CHU de Brest qui mène cette expérimentation. Mais au-delà de ça, notre approche, elle peut être déclinée sous plusieurs aspects et ce sont des choses qui sont déjà en cours, notamment un dispositif lumineux qu'on va installer directement dans les véhicules et qui va simuler le mouvement de liquide, mais avec des colonnes de LED. Donc concrètement, on installe des colonnes lumineuses à l'intérieur d'un véhicule, à des endroits précis, et ces colonnes lumineuses vont être allumées sur la partie supérieure, éteintes sur la partie inférieure,
et elles vont être contrôlées par un microcontrôleur qui perçoit qui capte des informations d'une centrale inertielle. Et donc, le niveau lumineux va monter et descendre en fonction des accélérations du véhicule, de manière à ce que l'œil puisse reconstruire un horizon artificiel à l'intérieur du véhicule, à l'intérieur de la pièce équipée. Donc ça, c'est un système qui s'appelle Boarding Light, qu'on a breveté, qu'on a expérimenté en voiture, qui a donné de très bons résultats, et qui est actuellement en test à bord d'un bâtiment de la Marine nationale, qui est en opération. Donc d'ici la fin de l'année, on devrait avoir des résultats d'expérimentation à ce niveau-là, et ça pourrait ouvrir un très gros marché. Alors pour le coup, on ne va pas y aller tout seul parce que nous, on n'est pas des industriels, on n'est pas des équipementiers, mais on trouvera des partenaires équipementiers, que ce soit dans le domaine maritime, dans le domaine automobile ou aérien, pour installer ces dispositifs dans les véhicules quand on aura montré que ça marche bien et que c'est facile à installer. La deuxième verticale qu'on est en train de développer, c'est pour la technologie de la réalité virtuelle, puisque les casques de réalité virtuelle provoquent de la cinétose, donc du mal des transports, qu'on appelle cybercinétose ou motion sickness en bon français. C'est dû à la même cause, c'est-à-dire une différence de perception, sauf que cette fois, c'est l'œil qui va voir un mouvement que l'oreille interne ne perçoit pas. Et donc, on a développé un système sur la même approche, encore une fois, donc un petit accessoire qu'on installe dans les casques de réalité virtuelle, qui vont afficher des signaux lumineux qui s'animent uniquement quand on bouge la tête. Donc, ils sont reliés au mouvement de la tête, indépendamment de ce qui peut se passer sur l'écran principal, pour que l'œil, même s'il est complètement immergé dans cette réalité virtuelle, que l'œil est en permanence en périphérie des repères visuels de la réalité de l'inertie dans laquelle il est, et que ça lui permette de synchroniser ces informations avec l'oreille interne pour se dire « Ok, je suis dans un monde virtuel, mais mon monde réel inertiel est quand même là et je ne suis pas complètement perdu. » Et ça, c'est pareil, on a des très bons résultats. On a plus de 80% d'efficacité sur les premiers tests qu'on a fait. Depuis, le produit a un peu évolué. C'est un système qui s'appelle Cinetic VR et qui, pareil, a besoin de partenariats industriels pour pouvoir exister, puisque en fait, l'idéal, c'est que ce soit les constructeurs de casques qui installent ça directement dans leurs produits. Alors, il y a des équipes de chercheurs qui ont travaillé sur le sujet de manière assez proche de la nôtre, sans que ce soit exactement pareil, notamment du côté de Détroit au Michigan, dans le Michigan où évidemment l'industrie automobile est très présente, mais eux proposent en fait du défilement quand nous on propose un horizon artificiel, c'est-à-dire que ils partent du même principe qu'il faut rapporter à l'œil des informations qui lui manquent. Et eux, ils partent du principe que si on n'avait pas l'habitacle du véhicule, on verrait du défilement, et donc c'est ce défilement qu'il faut apporter à l'œil. Nous, on part du principe que c'est plus inertiel que cinétique, et donc, par conséquent, nous, on se concentre uniquement sur les accélérations, quand eux se concentrent sur du mouvement. Mais voilà, on est quand même dans des directions qui ne sont pas complètement divergentes. Sinon, il y a une autre équipe qui, pour le coup, est une start-up du côté de New York qui développe un système pour éviter les vertiges et aussi le mal des transports, mais il communique moins là-dessus maintenant et il se concentre beaucoup plus sur les vertiges. Mais c'est un bandeau qu'on met autour de la tête et qui va masquer l'information de l'oreille interne, qui va la noyer cette information dans un bruit blanc. Donc en gros, ils mettent un espèce de vibreur derrière l'oreille pour qu'il n'y ait plus cette différence de perception entre l'oreille interne et l'œil. Nous, on trouve ça dommage de chanter l'information de l'oreille interne alors que c'est la bonne information et de se concentrer sur l'information visuelle, mais force est de constater qu'ils arrivent à avoir des résultats
Après, il faut voir l'usabilité, le confort d'usage, parce que c'est vrai qu'avoir un vibreur derrière l'oreille pendant plusieurs heures, ça peut être très, très inconfortable. Mais voilà, je pense que ce sont les deux approches qui sont les plus proches de la nôtre. Il y a quand même beaucoup d'équipes universitaires qui travaillent sur le sujet, mais de la manière, enfin, de notre approche, en fait, il n'y a pas énormément de développement encore. On peut croire qu'un jour ce sera remboursé. C'est pas la priorité de notre développement parce qu'on sait que ça prend énormément de temps. On sait que la sécurité sociale va plus dans le sens du déremboursement que de l'entrée de nouvelles solutions, et que le mal des transports, c'est pas une affection très lourde, très, très, très forte. Ça peut même être considéré un peu comme du luxe que de pouvoir voyager sans problème. Néanmoins, c'est une problématique qui est quand même très largement répandue, hein. Le chiffre qui revient le plus souvent, c'est 30% de la population. Et il y a des médicaments contre le mal des transports qui sont remboursés. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas un jour. Néanmoins, pour arriver à ça, il faut une étude scientifique en bonne et due forme que pour l'instant, on n'a pas finalisée. Alors la bonne nouvelle, c'est que au deuxième semestre 2023, on devrait avoir cette publication. On a déjà des résultats qui sont très bons. On n'en parle pas plus que ça parce que la primauté va à la revue qui nous publiera. Mais ça sera une première porte ouverte pour une étude clinique qui, pour le coup, elle peut ouvrir un remboursement. À côté de ça, l'étude qu'on mène avec le CHU de Brest, c'est une étude clinique menée par un médecin. Et si l'étude montre que la plus-value est intéressante, là, ça peut aller beaucoup plus vite parce que les gens qui souffrent de névrite vestibulaire, c'est vraiment très violent et ça peut débloquer quelque chose à ce niveau-là. Donc, nous, c'est pas, comme je le disais, c'est pas un axe de développement prioritaire parce qu'en attendant, on n'a pas fait de levée de fonds énorme, etc. Donc, on a besoin de vendre nos lunettes. Donc, on se concentre sur la communication grand public, sur le fait que c'est la bonne solution et effectivement ça a un coût mais qui est vite rentabilisé. À côté de ça, quand on aura des opportunités, effectivement on n'hésitera pas à solliciter le ministère de la Santé. Ouais. Alors, on est déjà vendu dans certaines pharmacies parce que finalement les pharmacies vendent des produits médicaux, mais il y a aussi de la parapharmacie. Nous pour l'instant on s'inscrit un petit peu dans cette catégorie, même si notre dispositif est considéré comme un dispositif médical de classe 1. On a pour l'instant un peu de mal à rentrer dans les pharmacies parce que c'est un produit qui est un peu cher et les pharmaciens ont un peu de mal à vendre des produits qui dépassent 50 €, sauf sur certains articles de cosmétiques ou de parapharmacie très précis, mais ce sont des grosses marques qui arrivent à vendre ça. Donc ce qui manque pour bien se développer, je pense, dans le réseau pharmaceutique, c'est une étude scientifique qui va permettre aux médecins de se préoccuper vraiment sérieusement de cette solution et de pouvoir la prescrire sans que ce soit remboursé. Mais déjà, si un médecin prescrit, un pharmacien va être plus enclin à le distribuer. Et effectivement, pour nous, c'est le lieu naturel de notre produit, c'est la pharmacie, parce que quand on est malade, on va voir son pharmacien avant d'aller voir son médecin. Même si les magasins d'optique font un très bon travail là-dessus, parce que ils ont le temps d'expliquer le sujet, et pour eux c'est un produit additionnel, donc c'est intéressant au niveau business. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine.